Timon d'Athènes est une pièce qui en général fait un peu peur, elle est rarement montée. C'est une pièce inachevée, on ne sait pas exactement dans quelles conditions elle a été écrite, on pense qu'elle n'a jamais été jouée d'ailleurs. Ou si elle a été jouée, elle a peut-être été jouée devant le Jacques Ier, à la cour pendant les fêtes de Noël, éventuellement. Mais sinon la pièce est d'une telle radicalité, on se demande comment elle a pu être montée. Brûle maison, roule Athènes, Timon n'est plus que haine pour l'homme et pour l'humanité. C'est une pièce qui parle de l'argent, qui parle des rapports humains. Et c'est vrai qu'aujourd'hui elle résonne d'une manière particulière. La question qui se pose dans Timon d'Athènes, c'est comment vivre ensemble. Que signifie ce nom d'ami, affectueux entre tous, sinon qu'avant tout, vous appartenez à mon cœur? Timon est quelqu'un qui a une fortune gigantesque et passe son temps à donner aux uns aux autres, pensant quelque part acheter l'amitié des uns et des autres, et donc de se faire des amis jusqu'au jour où il va se rendre compte que lorsqu'il a tout dilapidé, plus personne n'est là au rendez-vous. Et ça va le jeter dans une rage totale et complètement extrême, puisqu'il va jusqu'à haïr l'humanité entière et veut la destruction de la race humaine. C'est une pièce donc d'une radicalité extrême qui est fascinante, parce qu'on se demande comment Shakespeare a pu aller aussi loin dans cette écriture. Je pense vraiment que c'est une des pièces les plus folles de Shakespeare. Qui osera? Hein? Qui osera? Quel homme pur se dressera pour me dire « Cet homme est un flatteur » Hein? S'il y en a un, ils le sont tous, car chaque barreau de l'échelle est lissé là par celui du dessous. C'est surtout en découvrant la traduction de Jean-Claude Carrière que je me suis dit que la pièce avait un intérêt vraiment réel à être montée. J'avais lu plusieurs traductions, mais celle de Carrière, en fait, il l'avait faite pour Peter Brook en 1974. C'est-à-dire qu'il a travaillé au plateau avec Peter Brook et avec les comédiens. Et ça crée, il y a une langue, une vraie langue, qui a une organicité, qui a un plaisir pour les acteurs. Il y a une vraie mise en bouche de la part de la traduction qui permet vraiment à l'acteur d'être organique. Et ça, c'est passionnant. Surtout dans cette pièce, parce que j'ai lu d'autres traductions qui souvent étaient beaucoup plus intellectuelles. Et c'est le problème en français, c'est l'intellectualité. Shakespeare, on est à l'opposé de tout ça. Il est inconcevable qu'il ne m'ait pas sollicité le premier. J'affirme que j'ai été le premier à qui il ait fait un cadeau, et j'ai donc rétrogradé au point d'être le dernier à devoir le lui rendre. Poule! Non! Je voulais qu'il y ait un plateau aussi très, très nombreux. Je me suis battu pour avoir 19 artistes sur le plateau, ce qui est assez rare aujourd'hui, surtout pour une compagnie indépendante comme la mienne. Quand je dis 19 artistes, il y a 15 comédiens, 3 musiciens en live sur le plateau et une danseuse, voilà. Donc c'est une belle équipe, et pour moi l'esprit de troupe c'est très très important, surtout dans ce type de projet. L'or, l'or jaune, précieux, luisant. Patrick Catalifo, c'était bien entendu un choix dès le départ, parce que je trouve j'avais besoin de quelqu'un qui puisse aller au fond jusqu'au bout de la folie, de la radicalité du personnage. Et Patrick, qui est un acteur complètement engagé, enfin dès nos premières conversations, j'ai tout de suite su qu'il irait jusqu'au bout, et ça c'est très très important pour porter le projet. Et après, je me suis entouré d'autres comédiens avec lesquels je collabore régulièrement, comme Thibaut Corion, comme Carole Schall, comme... Bon, je ne vais pas tous les nommer, ça va être... On va recommencer. Il me faut admettre que votre grand âge m'a oublié. Sinon, comment expliquer qu'on me rabaisse ainsi? Que je doive réclamer! Il n'y a rien de réel que le rêve et l'amour. C'était le dernier espoir de mon maître. Nos folies d'autrefois nous apprennent que jeunesse est légère. Vous aviez raison. Timon est plutôt mal parti. Il aime à se noyer dans son vice qui emprisonne sa valeur. Alors, ce vice, à défaut d'ennemi, suffirait à le terrasser. Hôte de ses bontés, les 5 sens à la fois t'ont proclamé leur maître. La fortune te reviendrait pour finir chez d'autres fripouilles. Il aurait dû mieux me connaître. Il est inconcevable
qu'il ne m'ait pas sollicité le premier. Enfin, toutes ces personnes-là. Et puis surtout, ce qui est formidable aussi, ce sont les 5 apprentis comédiens du studio d'Asnières, voilà, qui sont venus enrichir la distribution. Ah, j'ai bien peur que non. Et qu'au fond de sa bourse soit déjà le cœur de l'hiver. Là-dessus, je partage tes craintes. Moi, je réclame 300 000 drachmes, mais vous... Les sénateurs, unis dans un même amour, te supplient de revenir à Athènes. Ils ont pensé à des dignités extraordinaires. L'opinion publique, qui joue rarement les repentis, sans que le secours de Timon lui manque. La conscience est écrasée par le calcul. Et puis, il y a eu un travail intéressant aussi de composition musicale. C'était important pour moi d'avoir de la musique en live sur le plateau et de la musique avec une composition spécialement faite pour le spectacle. La pièce est écrite en 2 parties, donc c'était important de trouver voilà, une possibilité concrète sur le plateau, au niveau de la scénographie, de pouvoir passer de cette première à cette seconde partie, parce qu'on passe de l'intérieur de la cité à une lande déserte. Comment concrètement passer de l'un à l'autre sur un plateau avec peu de moyens, parce qu'on n'a pas de machinerie, on n'a pas de régisseur plateau, enfin on n'a pas tous ces éléments-là, quoi. Et on a donc Benjamin m'a proposé cette solution du soufflage. Alors le soufflage, c'est un énorme panneau de plus de 5 mètres sur 4 qui tombe, voilà, qui tombe à la face, sur lequel était un tableau, ce tableau qu'on voit dans la première partie. Lorsque le tableau est soufflé, c'est-à-dire qu'il tombe vers l'avant du plateau et devient horizontal, on passe donc de cette verticalité à cette horizontalité. Et pour moi, c'est aussi le symbole du personnage qui passe donc de l'extrême fortune à rien, au vide. Shakespeare utilise beaucoup la citation et en plus fait référence à beaucoup de philosophes grecs, mais aussi philosophes de son époque, puisque la question de l'amitié, par exemple, qui est la question centrale de Timon d'Athènes, on la retrouve dans un texte comme l'Éthique à Nicomaque d'Aristote. Quand on lit ce texte-là de l'amitié d'Aristote, on a l'impression qu'on est en train de lire un résumé de Timon d'Athènes. Pourquoi cette plage déserte? Ces vêtements d'esclaves? Ces terres préoccupées? Pendant ce temps, tes flatteurs s'enrôlent dans la soie, boivent du vin, on couche molle, cajolent leur maîtresse malade, et ils ont oublié qu'il était une fois Timon. Des personnages comme Epaimantus seraient aujourd'hui des personnages des philosophes de la décroissance, par exemple, des penseurs de la décroissance. Le soleil est un voleur. Son attraction puissante dérobe la mer si vaste. La lune est une fieffée voleuse. Son feu si pâle, elle le filoute au soleil. La mer est une voleuse. Ses vagues dissolvent la terre en larmes de sel. La terre est une voleuse. Elle nourrit grâce à un fumier volé à l'excrément universel. Chaque chose est un voleur. Les lois, votre bride, votre fouet à vous, sous leur rude pouvoir, mais pratiquent un vol effréné. Ne vous aimez pas et volez-vous les uns les autres. La question essentielle, c'est qu'est-ce qui constitue une société? Est-ce que justement l'homme est un loup pour l'homme, ou au contraire, la société permet d'échapper à cette violence primitive et de construire quelque chose ensemble? Quel est notre rapport aux autres? Timon veut y répondre en donnant de l'argent, en ayant l'impression qu'en donnant aux uns et aux autres, en fait, il va pas acheter, parce que je ne pense pas qu'il en soit conscient, mais qu'il va construire une amitié. Mais finalement, cette amitié, elle est sur de mauvaises bases. Et c'est là où on se rend compte que le monde dans lequel on est, enfin dans lequel Timon est, mais qui est aussi le nôtre, est faussé, parce que les rapports sont pervertis par l'argent, c'est-à-dire par une forme de pouvoir. Ah, non, grand Dieu, non, mon vœu, tiens,
Des racines, mon ciel clair! Rien que des racines! Oui, hein, avec ça, le noir devient blanc, la laideur superbe, le faux vrai, la pègre noble, les vieux sont des jeunes et les lasses sont des héros, ah oui, ça. Shakespeare, pour moi, dénonce les valeurs masculines, enfin dites masculines, puisque ce sont des valeurs de force, de violence. Et il met en avant les valeurs féminines, une fois de plus, dites féminines, c'est-à-dire les valeurs de compassion, d'écoute, d'une forme de tendresse quelque part. Et ça fait penser à Aragon, hein, la femme est l'avenir de l'homme. On est déjà totalement là-dedans dans Shakespeare, puisque Timon dit à Flavius « Je t'aime parce que tu es une femme ». On l'entend peut-être pas énormément à travers la pièce, mais pour moi elle est essentielle. Et c'est là-dessus que j'ai construit aussi ma volonté de monter cette pièce, parce que je trouve que c'est très très fort et qu'aujourd'hui il faut se sortir de cette violence primitive, et que si un avenir est possible pour l'humanité, c'est en allant vers ces valeurs, la compassion, la tendresse, l'écoute, la bienveillance. Jamais pauvre intendant n'eut peine plus sincère pour son maître défait que mes yeux pour vous. Comment? Tu pleures? Approche-toi. Dans ce cas, je t'aime parce que tu es une femme.